Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver pour parler comme d'habitude de mes petites lectures. Voici comme d'habitude la pile de la semaine, donc on a tout ça à voir, il y a BD, manga et romans, un petit peu de tout, donc on va commencer. Je vais commencer par les mangas. En plus, c'est une fin de série. J'ai terminé Beastars avec... j'en ai ramené à la bibliothèque, donc j'en ai lu plus que ça. Je sais plus à quel épisode j'étais dans la vidéo de la semaine passée, mais bref, j'en ai lu 4 ou 5. J'ai encore ces deux-ci que je dois ramener à la bibliothèque, le 21 et le 22. Mais en gros, voilà, j'ai terminé cette série et c'était vraiment super chouette. J'ai beaucoup apprécié. Il y a beaucoup de choses dedans. Ça parle de plein de trucs, c'est très bien fait, c'est vraiment intéressant, c'est captivant, il y a pas mal de violence quand même, donc attention, c'est pas pour des jeunes lecteurs non plus, c'est plus pour un public adulte, mais c'était vraiment excellent. J'ai adoré suivre Legoshi, j'ai adoré suivre aussi les autres personnages parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans cette histoire. À chaque fois on rencontre quasiment un nouveau personnage. Donc c'est super bien construit, c'est très riche, c'est très bien abordé, c'était vraiment très chouette. Donc je suis contente d'avoir découvert cette série et d'avoir pu aussi la clôturer, la terminer et l'avoir autant appréciée, bien entendu. Un autre manga que j'ai lu, c'est celui-ci, donc Un dragon dans ma cuisine aux éditions Nobi Nobi. C'est un de mes tout récents achats et j'ai pu le découvrir et c'est tout mignon. On est en Europe dans les années 80, même en Europe de l'Est plus précisément, et on va suivre Nono qui est une jeune étudiante japonaise qui vient ici pour ses études. Elle étudie le dessin, la peinture plus précisément, et elle habite toute seule dans une petite maison comme ça, assez isolée dans une forêt, et elle va trouver un œuf sous un meuble de cette habitation, et l'œuf va éclore et contre toute attente c'est un petit dragon qui va en sortir, et on va voir la cohabitation entre Nono et ce petit dragon, et c'était vraiment trop mignon. Si vous avez envie d'un petit manga plein de douceur, celui-ci conviendra très bien. On suit le quotidien de Nono avec ce petit dragon, donc c'est rien de révolutionnaire, mais c'est des petits moments tout doux, vraiment très agréables. J'ai passé un très bon moment. Oui, c'est une petite lecture qui fait du bien, qui est cosy, qui est très sympathique. J'attends la suite, je pense que je vais continuer parce que j'ai vraiment aimé cette atmosphère comme ça, très cocooning. Donc au niveau des dessins, on a ce genre de choses. C'est axé évidemment sur le personnage de Nono et du petit dragon qu'on voit ici. Mais c'était très agréable, j'ai beaucoup apprécié cette petite lecture. Donc voilà pour celui-ci. J'ai également lu et terminé Le secret de l'épouvanteur de Joseph Delaney, c'est le 3e tome, c'est aux éditions Bayard Jeunesse. Ça se lit super vite, hein. Franchement il y a même moyen de dire ça en une traite tellement que c'est aéré et c'est écrit assez grand. C'est super prenant, je vous avais parlé du premier tome principalement et un peu du second je pense parce que je les ai enchaînés 1 et 2. Ici, la dernière fois, je vous avais montré, je suis allée à la bibliothèque chercher le 3, le 4 et le 5. Donc, j'ai déjà lu le 3e et c'était vraiment... c'est très bien. C'est comme d'habitude. On suit toujours les mêmes personnages. Le personnage de Tom Ward, qui est l'apprenti épouvanteur. On a aussi le personnage de l'épouvanteur, qui est John Gregory. Et il se passe toujours plein de choses parce que combattre le mal n'est pas de tout repos. On a toujours le personnage d'Alice, qui est une jeune sorcière qu'on essaye de garder dans le droit chemin, et il y a à chaque fois une nouvelle menace qui arrive. Quand c'est pas une sorcière, c'est un autre démon, c'est autre chose, c'est un gobelin, il y a toujours une créature maléfique qui guette et qui essaye de prendre le pouvoir, et on a Tom et Gregory qui doivent l'en empêcher. C'était vraiment très agréable, enfin c'est top. Si vous connaissez pas l'épouvanteur, je vous recommande vraiment, peu importe l'âge, ça se dévore, ça se lit à tout âge, c'est très bien fait, c'est très bien construit, ça se lit tout seul et c'est vraiment prenant.
L'atmosphère, elle est terrible, donc voilà, je vous recommande. Je vais pas trop vous raconter évidemment ce qui se passe dans ce tome-ci parce que ça n'a pas grand intérêt, et en plus je risque de vous dévoiler des choses vu que on a aussi la vie personnelle de Tom et de John Gregory qui est abordée, et on en apprend un petit peu plus sur ces deux personnages principaux qui reviennent à chaque fois, bien entendu. Donc je vais pas m'étaler sur ce troisième tome, mais franchement c'est très très chouette. Commencez, lisez L'apprenti épouvanteur parce que c'est vraiment très très bien. Je passe à celui-ci, donc Le Signal de Maxime Chatham aux éditions Pocket. Je vous en ai parlé plusieurs fois parce que j'ai mis un peu de temps à le lire, parce que je le lisais pas vraiment en continu. C'était quelques petits chapitres le soir avant d'aller dormir principalement. Du coup, comme c'est une lecture de 900 pages quand même, ça prend un peu plus de temps que si je m'accordais une soirée complète pour le lire. Là, j'aurais avancé plus, mais ça n'a pas été le cas. Mais je l'ai terminé et c'était vraiment très très sympa. Donc dans cette histoire, on va suivre la famille Spencer qui a quitté New York pour venir habiter dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre qui s'appelle Mahindgan Falls, si je me souviens bien. Et ils ont acheté une ferme, c'est celle qu'on voit ici sur le dessin, sur la couverture. Donc une ferme sympathique qui est assez isolée, qui est proche d'une forêt, d'un bois, plus à la campagne. La ville est pas loin, les facilités sont pas loin, donc ça a l'air idyllique. Ils commencent cette nouvelle vie, donc on a la femme et son mari et également deux enfants qui les accompagnent. Un enfant c'est leur fils et l'autre enfant c'est en fait le fils de la sœur de la femme, de Madame Spencer, parce que ses parents sont décédés très récemment dans un accident de voiture et du coup ils l'ont recueilli. Il vit avec eux et la famille, voilà, malgré les difficultés et les blessures, sont quand même bien unis, soudés. Ça se passe bien, ça se passe vraiment bien. Ils arrivent donc dans cette ferme et il va y avoir des événements étranges qui vont commencer à arriver dans la ville. On a des disparitions, on a des morts étranges, on a des cris et des voix qui n'ont pas l'air humaines sur des ondes à la radio, ce genre de choses. Donc vraiment, il y a un climat inquiétant qui tombe sur la ville et eh bien, on va essayer de découvrir évidemment ce qu'il en est. Il y a la police qui va enquêter. On va suivre un policier aussi qui s'appelle Ethan, qui va un petit peu essayer de voir ce qui se passe exactement, même s'il n'a pas tous les accords de son responsable, qui est un crétin fini. Mais lui, il décide d'un petit peu plus enquêter parce qu'il sent qu'il se passe des choses bizarres, mais il sait pas trop bien quoi. Donc ça, c'est l'histoire générale, c'est le contexte de ce livre. Et c'était une très très bonne lecture dans une ambiance assez angoissante, assez frissonnante. Il y a des petits moments où j'ai pas eu peur vraiment, mais il y a des moments où quand même ça paniquait un petit peu. Et le fait de lire le soir, évidemment, avant d'aller dormir, ne facilitait pas la chose à certains passages, à certaines scènes. Donc il y a quelques petits moments comme ça où j'ai eu un peu la chair de poule. Donc très très chouette. On est dans un roman bien sûr horrifique où on a plein de faits bizarres, comme je vous l'ai dit, qui se déroulent et ces faits prennent de plus en plus d'ampleur. On comprend qu'il y a un côté surnaturel. Ici on va avoir de tout parce qu'on va avoir des histoires de sorcières, on va avoir un rapport avec des tueurs d'enfants, des cimetières indiens, d'épouvantails tueurs aussi. Donc il y a beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a un peu trop. On dirait que on a essayé de prendre vraiment tous les. Il n'y avait pas le clown maléfique, mais vous voyez, on dirait qu'on prend un peu toutes les choses qu'on peut retrouver dans les livres ou dans les films qui font peur, sorcières, anciens cimetières indiens, des choses comme ça, tout ce qui a un aspect maléfique bien ancré. On dirait qu'on les a un petit peu mis ici, mais franchement ça m'a pas dérangé, ça m'a
ça m'a pas empêché de bien apprécier cette lecture, mais je note ce petit point que peut-être ça peut paraître un peu trop, d'avoir mis trop de ce genre de choses dedans. Mais sinon très chouette. J'ai beaucoup apprécié la famille Spencer aussi. Ce sont des personnages qui sont bien construits, qui sont profonds, qui sont attachants, tous directement, et qui sont malmenés, vraiment fort malmenés. Donc il y a des moments où j'ai eu un peu mal au cœur aussi, où j'ai craint pour certains d'eux. Donc très sympa, c'est addictif, ça se lit tout seul malgré la taille, malgré les 900 pages. Franchement, ça se dévore, ça se lit très vite. C'est des petits chapitres courts. Il est vraiment très addictif. Le rythme est là tout le temps. Ça commence très vite et puis c'est prenant, c'est tenant, ça nous emporte vraiment jusqu'à la dernière page. Donc très bon point. J'ai beaucoup apprécié. C'était une très chouette lecture, comme je vous l'ai dit. Petit côté psychologique aussi présent avec la famille Spencer, que j'ai bien aimé aussi. J'en dis pas trop pour pas trop vous dévoiler non plus l'histoire, mais voilà, si vous cherchez une lecture un peu angoissante avec un aspect surnaturel qui est présent, par contre ça, si vous aimez pas le surnaturel, vous dirigez pas là-dessus, parce que on est en plein dedans. Moi, c'est une thématique que j'apprécie, donc ça a bien fait l'affaire. Mais si vous êtes pas à l'aise avec ça, ben ne vous lancez pas dans celui-ci. Mais sinon, si vous avez envie d'un petit peu vous faire peur, eh bien celui-ci pourrait très bien fonctionner. Alors, je vais passer maintenant à un autre livre qui est Le Monde de Nedara, le premier tome qui s'intitule Celle qui reste, aux éditions Seuil Jeunesse. Je l'ai déjà rapporté à la bibliothèque, donc je vais vous mettre une petite image là ou là. Je vous l'avais montré la semaine passée, je pense, parce que c'était déjà un emprunt à la bibliothèque et comme je vous les montre. Mais je crois que j'avais commencé un petit peu à lire, je l'ai terminé. Donc dans cette histoire, nous allons suivre le personnage de Bix, qui est une derne. Donc on nous explique qu'une derne, c'est une créature qui a en gros l'apparence d'un chien, sauf que ils se déplacent sur les pattes arrière, donc ils sont redressés, ils ont une poche ventrale, ils peuvent s'exprimer, évidemment ce sont des créatures qui pensent et qui parlent. On est dans ce genre de monde, de ce genre d'univers, et elle a aussi des genres de... C'est pas clairement des ailes, mais disons que sous les pattes, elle a un genre de chose qui se déplie comme un peu une aile de chauve-souris, une membrane comme ça. Elle ne peut pas voler, mais si elle saute, si cette créature saute, elle peut légèrement planer. Donc ça, c'est... à quoi ressemblent les dernes. On va nous expliquer que les dernes sont des créatures incroyables parce qu'elles peuvent déceler les mensonges. Donc c'est un talent qui est très apprécié ou qui est très craint, ça dépend. Donc ils décèlent le mensonge des hommes et des autres créatures. Malheureusement, c'est une espèce qui a quasiment entièrement disparu. Et là, on se retrouve avec Bix et sa famille. Et un jour, eh bien, toute sa famille va être tuée par les humains, et elle va être la seule à échapper à ce massacre. Elle va un petit peu errer et là elle va rencontrer Toble, qui est un Wubik, on nous explique, qui est une petite créature avec des grands yeux et des grandes oreilles, qui va l'accompagner. Donc ce Wubik va l'accompagner dans sa quête parce qu'elle va décider en fait de partir à la recherche d'un clan mythique de Derne qui vivrait, selon la légende, au nord du royaume, donc pour pas se retrouver toute seule et essayer de retrouver ses congénères, elle va se lancer dans cette quête. Il y aura évidemment pas mal de dangers parce qu'elle va être recherchée et sur sa route, eh bien, elle va être amenée à faire la connaissance de nouveaux personnages, se faire même de nouveaux compagnons. Je suis désolée si vous entendez du bruit, un tut-tut, mais il y a mon voisin qui est en train de faire couper sa haie qui est énorme et il a dû faire appel aux grands moyens. Donc il y a un camion avec scie et tout ça, tout le tralala, et ils sont occupés à travailler depuis maintenant 1 heure, mais j'avais pas d'autre moment pour faire cette vidéo, donc j'étais bien obligée de
de commencer. Donc sorry si vous entendez du bruit. Donc j'espère que vous m'entendez malgré ce bruit. Donc voilà pour l'histoire de Bix et de l'histoire du monde de Deidara. En gros, c'est une trilogie, je pense. Enfin en tout cas, il y a un second tome, ça je suis sûre. Et j'ai lu le premier pour l'instant et j'ai bien apprécié. C'est un chouette premier tome, c'est une lecture jeunesse bien entendu. Mais j'ai beaucoup apprécié l'univers parce qu'il y a beaucoup de créatures qui sont toutes... qui parlent toutes, qui réfléchissent, qui agissent. Ce sont voilà des créatures très intéressantes. L'univers est bien construit, c'est bien pensé, c'est addictif, ça se lit super vite. Le vocabulaire aussi est adapté à la jeunesse sans être trop simple non plus pour un public adulte. Donc franchement, c'était une très belle découverte. J'ai beaucoup apprécié aussi le personnage de Bix qui est très attachant, mais j'ai adoré le personnage de Toble qui est vraiment... oui, il m'a fait rire, il est touchant, il est courageux. Oui, c'est un petit personnage vraiment très sympa que j'ai beaucoup apprécié. Il y a toujours plein de belles thématiques, évidemment. On a le courage, l'amitié, la loyauté. Il se passe plein de choses. Le rythme est très prenant. Moi, personnellement, j'ai pas vu de longueur. Je l'ai dévoré très très vite. Ça m'a pas pris longtemps parce que justement, j'étais prise dans cette histoire. Il se passe énormément de choses. Il y a des dangers, comme je vous l'ai dit, parce que Bix va être recherché, il y aura des combats, il y aura plein de péripéties, il y a plein de rebondissements, c'est vraiment très addictif également, donc très très bonne lecture pour moi. Au niveau de ce premier tome, je suis très curieuse de découvrir la suite évidemment de cette histoire. D'ailleurs, j'ai déjà été prendre le second tome à la bibliothèque, je vous montrerai, je suis retournée récupérer un ou deux trucs et déposer un ou deux trucs, donc je vais vous montrer cela tout à l'heure, mais déjà dans le pack il y a le deuxième tome parce que ça m'a donné envie de poursuivre. Alors je passe ensuite à celui-ci qui est Le Chant des Cavalières de Jeanne Mariem Corrèze aux éditions Les Moutons Électriques, qui est une lecture audio que j'ai terminée, donc je peux maintenant vous en parler. Donc dans cette histoire, on est en gros dans un royaume qui est très instable, qui est divisé, et on va suivre un ordre de femmes qui sont les cavalières. Ça c'est l'idée. Ces cavalières chevauchent des dragons qui ressemblent à ça. Donc c'est des dragons un peu spéciaux vu que ça ressemble plus à des oiseaux. Il y a des plumes, il y a un genre de bec, mais ils crachent du feu. Donc ce sont clairement des dragons, mais un peu différents de ce qu'on imagine habituellement. Et parmi ces femmes, cet ordre de femmes, on va suivre plus précisément le personnage de Sophie. Sophie qui est une jeune fille qui attend son tour en fait pour devenir cavalière. Elle attend son tour avec grande impatience parce que elle espère en devenant une cavalière trouver sa place dans cette société, dans ce monde, etc. Trouver sa destinée. Donc ça c'est l'histoire en gros. Donc on est ici dans un univers de fantasy plutôt médiéval avec quasiment que des personnages féminins. Les hommes sont clairement mis de côté, on va suivre que des femmes. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié la plume de l'autrice. C'est extrêmement bien écrit, moi j'ai adoré ce style. Il y a un aspect poétique et onirique qui est assez présent. Donc si vous n'aimez pas ça, ben je vous conseillerais peut-être pas celui-ci. Mais moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a emporté. J'ai vraiment apprécié cette plume, ce style, c'était vraiment très très chouette. On est dans une histoire en rapport avec des légendes arthuriennes également, en tout cas inspiré d'eux ou tiré d'eux, parce qu'à un moment donné on va avoir un magicien qui s'appelle Myrdine qui va arriver. Donc il y a aussi une histoire d'une épée. Donc il y a quand même des petites influences. On a la présence de dragons, bien entendu. Par contre, il faut savoir que les dragons ne sont pas l'élément principal de cette histoire. Donc si vous cherchez par exemple, vous vous dites ah cool, ça va être une histoire de dragons genre Eragon ou quelque chose comme ça, non pas du tout. C'est pas les dragons qui sont l'élément important, c'est plus l'ordre de ces femmes, ces cavalières, et tout l'aspect politique autour de ce royaume, de cette histoire. Donc c'est pas la même approche, il faut peut-être le savoir pour pas foncer sur un livre et être un peu déçu parce que
les dragons ne sont pas la thématique principale de cette histoire. Comme je vous l'ai dit, c'est plus axé sur la politique, sur les intrigues politiques, sur les jeux de pouvoir. Moi, j'ai bien apprécié ces aspects. En général, j'aime bien. C'est des thématiques qui me plaisent. Je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça assez prenant. Donc voilà, c'est plus axé là-dessus. Par contre, c'est une histoire qui me laisse extrêmement perplexe. Est-ce qu'il y a pas mal de choses qui sont surprenantes et... Déjà, par exemple, au début de l'histoire, nous sommes dans un monde où c'est la paix. Une paix assez bancale, hein, étant donné qu'on nous explique que c'est très instable. Mais la paix est présente malgré tout. Et à la fin du roman, vraiment sur la toute fin du roman, en fait, la guerre est déclarée, mais l'histoire se finit. Donc, généralement, c'est l'inverse. Il y a une guerre qui gronde et on va voir le combat ou toute la procédure pour arriver à une paix et ensuite on clôture, c'est bon, la guerre est finie, tout va bien, le méchant est battu, tralala, plus ce genre de choses. Ici, c'est l'inverse et c'est assez abrupt. Cette histoire se finit et puis quoi, en fait? Que se passe-t-il? Donc, si c'est un premier tome, alors c'est compréhensible. Ça veut dire qu'il y aura une suite et il y aura des explications, il y aura il y aura quelque chose ensuite. Par contre, si c'est un premier et seul tome, on n'a pas toutes les réponses qu'on se posait au fil de la lecture. Et pour la fin, ça se clôture vraiment de manière abrupte. Et ça veut dire que c'est à nous d'imaginer la suite de l'histoire ou d'envisager une fin en se disant ah ok, c'est assez spécial. Donc je sais pas si c'est fait de cette manière et que c'est normal que ce soit spécial ou peut-être qu'on envisagerait plus tard de faire un second tome et alors tout s'explique. Mais c'est fait de manière assez particulière, donc ça j'ai trouvé bizarre. Il y a aussi le personnage de Sophie, qui est notre personnage principal, on nous apprend en fait qu'elle est destinée à faire de grandes choses, mais on nous donne pas plus d'explications pourquoi quelles sont vraiment ces grandes choses. Enfin, ça reste assez flou. Et je me suis pas non plus attachée à ce personnage. Pourtant, c'est une jeune fille, hein. Au début, quand on la suit, elle a peut-être 12 ans, quelque chose comme ça, 12-13 ans. Puis, on va la suivre sur plusieurs années, évidemment. Elle va devenir une jeune fille, une jeune femme. Mais, voilà, elle a quand même des déceptions, elle a des difficultés, elle est amenée à un grand destin, mais on la laisse clairement de côté pendant toute une partie de cette histoire. Enfin, c'était pas très clair en fait, c'était vraiment pas très clair à ce niveau-là et tout ça fait que je ne me suis pas attachée à ce personnage, alors que généralement la thématique d'un personnage qui est l'élu, souvent on s'attache assez vite à ce personnage, on est avec lui, on le suit dans ses difficultés, dans cette quête, dans son combat. Ici, rien du tout. Donc voilà, je reste très mitigée parce que il y a plein d'éléments que j'ai beaucoup appréciés. Il y a d'autres éléments où je me suis dit, je comprends pas le choix, je vois pas pourquoi on fait ça ou oui cette fin, cette clôture très très bizarre. Donc c'est un récit très différent de d'habitude. Ça reste de la fantaisie, mais une fantaisie différente. Donc même si j'ai passé un bon moment de lecture, surtout grâce à la plume, je pense, de l'autrice, au niveau du récit, il y a quand même pas mal de choses qui coincent, malgré tout. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop comment me positionner par rapport à cette lecture. Ça arrive. Peut-être que plus tard, j'aurai un choix plus clair, mais ici, oui, ça fait quand même quelques jours que je l'ai fini et je suis toujours autant perturbée et perplexe par rapport à ce récit. Donc voilà pour celui-ci. Alors, j'ai également lu celui-ci, If We Were Villains de M.L. Rio, aux éditions Phoebes. Je vous l'avais montré, hein, il est magnifique en relié. C'est un très très beau livre. Bon, à l'intérieur, il y a
rien de spécial à part ceci, c'est très sombre. Un livre très sombre, mais on le voit, hein, je pense que ça se voit à la couverture. Le choix de la couverture est assez évident que ça va pas être tout rose là-dedans. Donc dans cette histoire, en fait, on va suivre Oliver qui vient de purger une peine de prison. Il a pris 10 ans pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis. Et quand l'histoire commence, en fait, on le retrouve à la sortie de la prison. Et en fait, il retrouve le policier qui l'a fait condamner. Et c'est un policier qui vient de prendre sa retraite. Et il lui demande ce qui s'est réellement passé lors de cette affaire, donc 10 ans plus tôt, lors de ce meurtre. Parce que en tant que policier, il est arrivé à certaines conclusions. Et le fait que ce soit Oliver qui... Oui, je sais pas si je vous ai dit Oliver, parce que parfois je change dans ma tête et je dis Olivier, mais c'est Oliver. Et donc il a toujours eu des doutes par rapport à cette affaire, par rapport à sa culpabilité dans ce meurtre. Et donc, étant donné qu'il est à la retraite, il lui demande de lui expliquer, de lui relater toute l'histoire, voir ce qui s'est exactement passé il y a 10 ans. Et du coup, Oliver va tout lui raconter. Donc on est au présent, puis on va repartir dans le passé, suivre toute l'histoire quand Oliver était étudiant. Ils étaient étudiants, enfin lui était étudiant avec un autre petit groupe. Il suivait des cours de comédie dans un conservatoire extrêmement réputé, avec un niveau à maintenir, donc c'était assez éprouvant à ce niveau-là. Et il faisait partie d'un petit groupe de camarades qui étaient plus aisés que lui de manière générale. C'était des personnes, des élèves qui étaient assez fortunés ou très talentueux. Et en fait, ils étudiaient Shakespeare et ils jouaient des passages et des rôles sur scène. Et évidemment, il y a toujours différents types de rôles. Oliver, lui, il a toujours eu l'impression d'être moins talentueux, d'être moins intelligent, etc. par rapport à ses autres camarades. D'ailleurs, on lui a souvent donné des rôles secondaires et pas vraiment des rôles principaux, des grands rôles. Et un beau jour, on va suivre leurs échanges et on se rend compte que tout n'est pas si rose. C'est un groupe d'amis où, vu de l'extérieur, au premier abord, en fait, ça semble être vraiment le groupe d'amis parfait, mais on va vite se rendre compte qu'il y a des petites tensions, qu'il y a même au final des gros soucis de comportement, surtout par rapport à un de leurs camarades qui a des réactions assez brutale, violente, qui est quelqu'un d'assez agressif. Et jusqu'au jour où, à un moment donné, il y a une catastrophe qui se passe. Il y a un de ses camarades qui va être retrouvé mort. Et la question c'est, que s'est-il exactement passé? Donc ça, c'est au niveau de l'histoire. Je vais pas trop développer, mais j'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment très chouette. La façon d'écrire est très spéciale parce que déjà, on n'a pas de chapitres, on a des actes et on a des scènes. Donc, vous voyez, c'est acte 1, acte 2, acte 3. Je sais plus si ça va jusqu'au 4 ou jusqu'au 5, mais peu importe, c'est pas très important. Et ensuite, on a les scènes. Donc c'est déjà fait de cette façon pour la mise en page, donc c'est assez sympa. Et au niveau des dialogues, c'est plus une construction comme ceci. Donc voilà, il y a moi, puis il y a le personnage, il y a moi. Donc le moi, c'est Oliver, c'est lui qui parle, c'est lui qui raconte son histoire. Mais les autres personnages sont indiqués. Donc c'est un peu comme un script à ce niveau-là. Donc il y a pas mal de choses où au niveau des dialogues, on a la personne qui parle, la phrase. Donc c'est assez spécial. Il faut aussi un temps d'adaptation, mais moi j'ai bien apprécié ce style. Ça change, c'est différent. Donc très chouette. C'est extrêmement sombre. C'est très psychologique. C'est une histoire super intéressante. J'ai beaucoup apprécié. Vraiment, c'était vraiment très très bien. Il faut savoir par contre que ça parle aussi énormément de théâtre, énormément de Shakespeare. On a
plein de phrases en fait tirées d'œuvres de Shakespeare. Donc si vous appréciez pas spécialement, peut-être que ça va pas beaucoup vous plaire parce que c'est extrêmement présent. Souvent les personnages, quand ils discutent entre eux, ils sortent des phrases sorties des œuvres de Shakespeare. Donc évidemment si on n'apprécie pas du tout, j'essaie de vous trouver en même temps un exemple, mais si on n'aime pas du tout, peut-être que ça va pas vous plaire. Par exemple ici, vous voyez, ils discutent, puis il y a une phrase qui est en italique, celle-ci, et ces petites phrases en italique, voilà, c'est tiré ce sont des phrases qui sont tirées de pièces de théâtre, d'œuvres, etc. Ici aussi, voilà, ils discutent et puis ils sortent des phrases comme ceci. Donc c'est spécial, il faut aimer. Moi, j'ai beaucoup apprécié. C'était différent, ça change. C'était assez intéressant. Parfois, il y en avait peut-être un peu trop. Moi, j'ai jamais lu Shakespeare ou ce genre de choses. Je suis pas. C'est pas un sujet qui m'attire spécialement, mais par curiosité, je pourrais tout à fait découvrir. Donc voilà, moi je suis entre les deux. Je suis pas contre, mais je suis pas non plus à fond. Et ce qui fait que j'ai quand même bien apprécié cette lecture, cette façon de faire. Et au niveau de l'histoire, eh bien c'est très psychologique. Vraiment énormément. Donc les personnages sont très bien travaillés. L'atmosphère est géniale. C'est pesant, c'est lourd, c'est sombre, c'est noir. On va découvrir vraiment tous ces camarades, ce groupe de personnages, tous ces étudiants. Ils sont à 7 en tout. Et ils ont chacun leurs failles et on décortique tout ça au fil des pages et c'était vraiment superbement bien fait. C'est très prenant, c'est extrêmement noir, extrêmement sombre. Il y a une petite ambiance Dark Academia étant donné que ça se passe dans une école privée comme ça qui ressemble plus à un manoir perdu dans une propriété. C'est aussi apparenté à un genre de thriller étant donné qu'il y a quand même un meurtre qui s'est passé, il y a un coupable qui a été arrêté et il y a une histoire qui est racontée par rapport à ça. Donc c'est vraiment un mix très intéressant et oui, j'ai beaucoup apprécié cette lecture, je l'ai savourée, c'était vraiment très bien. Donc si toutes ces thématiques là vous intéressent, je vous le recommande. Par contre attention parce qu'il y a quand même pas mal de thématiques assez hard, enfin il y a beaucoup de violence, que ce soit verbale ou physique. Les personnages sont malmenés. Il y a des addictions qui sont présentes, il y a des problèmes de comportement de toutes sortes. Donc il y a quand même pas mal de choses, mais c'est très bien fait, c'est très bien amené. Il n'y a pas de trop. On dirait pas qu'on a essayé de mettre des couches et des couches et des couches. Non, ça reste crédible. C'est très bien fait. Je trouve ça très intéressant, très intelligent. Donc je ne peux que vous recommander, mais voilà, je vous ai donné les informations pour que vous sachiez si ce genre de choses pourrait vous intéresser, hein, étant donné que c'est quand même spécial et qu'il y a quand même pas mal de thématiques un peu dures là-dedans. On va finir avec une note plus légère qui est celui-ci, Bergère guerrière, le premier tome, La Relève. C'est fait par Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. Moi j'ai une édition France Loisirs, mais je pense que c'est édité chez Glénat. Donc ça c'est une petite BD toute mignonnette, hein. Au niveau des dessins également, on a ce genre de planches. Voilà, comme ça, assez arrondi. Moi j'ai bien apprécié. Voilà, c'est ce genre de petits coloris, de notes, de palettes de couleurs plutôt. Donc voilà un petit peu pour celui-ci. Alors on nous explique qu'il y a 10 ans maintenant, les hommes du village sont tous partis pour la guerre, la grande guerre, et ça fait 10 ans qu'on n'a plus aucune nouvelle des hommes du village et donc ni des guerriers qui sont partis, ni de où est-ce qu'on est au niveau de la guerre.
zéro nouvelle, on ne sait pas ce qui s'est passé et les femmes ont décidé de prendre les choses en main et elles ont créé l'ordre des bergères guerrières, donc qui sont des combattantes qui sont choisies, sélectionnées parmi les plus braves du village et c'est elles qui s'occupent des affaires un peu délicates de ce qui se passe actuellement dans le village, qui protègent, etc. Et c'est un groupe qui est réservé exclusivement aux femmes. Donc depuis 10 ans, évidemment, il y a eu des garçons voilà qui étaient trop jeunes par exemple pour partir à la guerre, qui sont restés, qui maintenant 10 ans après sont des adultes, mais ils s'occupent par exemple de l'agriculture ou des choses comme ça, mais ils ne participent pas à tout ce qui est aspect guerrier. Donc les choses sont un petit peu inversées à ce niveau-là. Et on va suivre le personnage de Molly qui est ici. Cette petite fille qui a 10 ans et qui est toute contente parce qu'elle peut enfin commencer l'entraînement en fait, qui lui permettra, si elle réussit tout évidemment, de rejoindre cet ordre des guerrières bergères qui est son objectif depuis toujours. Elle, on apprend que son père il y a 10 ans est parti à la guerre, elle vit avec sa maman. Dans sa famille il y a des figures maternelles qui font partie de cet ordre et qui sont assez balèzes, donc elle veut aussi faire ça, elle ambitionne de devenir une bergère guerrière et donc elle va tout faire pour y parvenir. Elle va être accompagnée de son petit bouc qui s'appelle Barbe Noire et je vous le dis déjà parce que c'est sur la couverture, mais il y aura également son meilleur ami Liam qui va être impliqué dans toute cette histoire. Je vous dis pas de quelle façon, vu que précédemment je vous ai dit que c'était un ordre qui était destiné qu'aux femmes, mais Liam va quand même intervenir et va quand même apposer sa petite pierre. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire. Et c'était un très chouette premier tome, c'est une BD jeunesse vraiment très agréable, assez intéressante étant donné que là, comme je vous l'ai dit, les combattantes ce sont des femmes et pas les hommes, donc c'est un peu inversé par rapport à la norme habituelle, je vais dire, même si on a déjà vu aussi en littérature que c'était les femmes qui prenaient les armes, hein, il y a les Amazones et ce genre de choses, donc ça se voit, mais je trouvais ça sympa de le retrouver ici dans une petite BD jeunesse également. Il y a beaucoup de jolies valeurs, hein. Il y a l'amitié, il y a le courage, il y a pas mal d'humour. Ça parle des femmes évidemment principalement, mais le personnage de Liam, qui est un petit garçon, va quand même amener à un changement, je vous dis pas lequel, donc son rôle est quand même important. C'était vraiment très mignon, c'est une chouette petite BD jeunesse, je lirai la suite je pense parce que j'ai beaucoup apprécié. Il y a aussi un aspect magique qui est présent. Oui, il y avait pas mal de choses dans ce premier tome. J'ai apprécié suivre ces petits personnages et voir un petit peu leur évolution, voir leur entraînement. Ils se soutiennent aussi. Enfin, c'est vraiment mignon, c'est doux, c'est agréable. Donc voilà, ça m'a fait passer un agréable moment. Voilà, je pense que c'est tout, entre guillemets, ce que j'ai lu cette semaine, je pense. Je vais vérifier, mais il me semble bien. J'ai pris mon petit carnet pour pas oublier des choses, mais les Beastars, le secret de l'épouvanteur, les Beastars, Dragon, Signal. Oui, c'est ça, nous sommes à jour à ce niveau-là. Donc, j'ai commencé bien sûr d'autres lectures. Alors, je vais vous montrer cela. Je suis toujours dans le Wonderling aux éditions France Loisirs. En tout cas, moi, j'ai celui-ci aux éditions France Loisirs. J'ai avancé, je suis à la page 165. Donc, j'avance bien. Et ensuite, toujours comme je vous l'ai expliqué, ce petit renard qui n'a qu'une oreille, qui est orphelin, qui est dans un foyer horrible avec une directrice monstrueuse, méchante au possible. Et on va suivre ces petites aventures et c'est tout chou jusqu'à présent. Donc je vais le continuer. Je poursuis aussi celui-ci, donc La colline au corbeau. Je pense que je vous l'avais montré aussi. Je suis à une centaine de pages, à 150. Donc j'avance. C'est une enquête historique, on va dire. Comment est-ce qu'ils annoncent ça? Une enquête, mystère, complot, lutte de pouvoir. Oui, en fait, c'est ça. C'est vraiment une enquête historique
qui tourne autour du domaine de l'imprimerie. Donc c'est ça qui m'avait intéressée, étant donné qu'on est à la Renaissance, donc c'est les débuts aussi de l'imprimerie. Et c'est sympa, mais le rythme est beaucoup plus lent évidemment que si on était sur un thriller avec une enquête plus prenante. Donc le rythme est aussi différent, mais après c'est entre guillemets c'est normal vu que c'est un roman historique, que la part historique est plus importante, enfin plus importante, est assez importante. Donc voilà pour celui-ci, mais franchement ça, je suis pas lassée, c'est pas que je m'ennuie, c'est juste que le rythme est plus lent parce que c'est un genre comme ça qui veut que ce soit plus lent tout simplement. J'ai également commencé Le Tueur Intime, je sais pas si je vous en avais parlé la semaine passée, de Claire Favant aux éditions Pocket. Là j'ai aussi un peu avancé, je suis à presque une centaine de pages. C'est un très très gros bouquin, il fait 700 et des pages, 720 environ. Donc voilà, ici je dois être à une dizaine de pourcents de lecture. Et j'aime bien, le début est sympa et c'est assez original parce qu'en fait on suit... Bon, ici, le titre annonce un tueur. Et du coup, on suit le personnage qui est ce tueur. On le suit depuis qu'il est enfant et ça évolue comme ça. Là, par exemple, je suis 5 années plus tard. Et c'est assez spécial parce que c'est inversé ici aussi dans le sens où d'habitude, il y a un tueur, on sait pas qui c'est et on doit essayer de découvrir qui est ce tueur avec les éléments qu'on nous laisse. Ici, bah, on sait qui est le tueur et la question c'est... qu'est-ce qu'il va faire? Jusqu'où est-ce qu'il va aller? Et on est dans sa tête, donc on a aussi le côté psychologique, sa logique à lui, le pourquoi il fait ça, tous les traumas qu'il a vécu, qui entre guillemets expliquent, même si expliquer est un bien grand mot, hein, ça n'explique jamais pourquoi on devient tueur ou psychopathe, mais ça nous apporte des éléments de compréhension à ce niveau-là. Donc c'est assez original sur la façon de faire. Pour l'instant, j'apprécie, ça se lit bien, c'est prenant, donc je vais continuer. J'ai également commencé La Maison Hantée de Shirley Jackson aux éditions Rivage Noir. Je trouve que la couverture est vraiment très jolie. C'est un petit livre qui fait 270 pages. C'est écrit super serré par contre. Vous voyez, la police, c'est vraiment rikiki. Mais voilà, pour l'instant, je suis à une quarantaine de pages. J'ai pas beaucoup lu pour l'instant. Et je suis très curieuse en fait de découvrir cette histoire, donc je vais pas vous en dire plus, mais je suis extrêmement curieuse. Alors j'ai également commencé un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque qui est Opération Sabine de Nicolas Texier aux éditions Les Moutons Électriques. J'ai lu un petit peu, je suis au chapitre 3, donc ça équivaut à la page 30. Donc pas énorme, mais je l'ai à peine commencé aussi. Le début est très spécial, donc j'espère que pour la suite ça ira un peu mieux parce que le début est particulier, mais je vais continuer donc celui-là. Et enfin, je me suis lancée dans celui-ci qui est L'Empire du Vampire de J. Christophe, qui attendait dans ma palle depuis sa sortie, donc ça fait un bon moment, aux éditions de Saxus, qui est énorme. C'est une brique qui fait 900 pages facile, 950 pages environ. Il est très beau, il y a des illustrations à l'intérieur. J'ai déjà pu voir. Je vais vous retrouver ça. Ah, ben déjà on a une carte au début. Ça c'est toujours sympathique. Et je sais qu'il y a une illustration qui vous donne pas trop d'infos aussi au tout début. Mais est-ce que je vais la retrouver avant 3 heures? Oui, voilà. Voilà, il y a ce genre d'illustration insérée dedans et pour l'instant ça se lit très bien. Moi je suis arrivée au chapitre 5, c'est la page 72. J'ai lu un petit peu hier parce que je devais prendre des transports. Donc dans le bus et le métro, j'ai un peu avancé et j'ai lu ces 70 pages durant mon trajet. Donc ça se lit très vite, malgré la taille. Je pense que ça va quand même se dévorer, ça va pas prendre des plombes non plus, ce que j'avais un petit peu peur. Et j'aime beaucoup la plume pour l'instant, et j'aime beaucoup ce début d'histoire qui est prenante directement. De nouveau, c'est une histoire racontée. Donc
On commence avec la rencontre de deux personnages, un qui est emprisonné de toute évidence et l'autre qui vient en fait pour écouter son histoire. Et le personnage va lui raconter son histoire. On commence quand il était enfant, adolescent et voilà, ça va évoluer. Donc ici, je suis vraiment au tout début, mais j'apprécie vraiment beaucoup. Ou sinon, en lecture audio, je me suis lancée dans celui-ci, l'autre Kate Morton que j'avais dans ma palle, qui est Les Heures Lointaines, que pas mal de monde m'a conseillé aussi quand j'avais lu l'autre, qui était un titre avec souvenir dedans. Ça me revient plus. Mais je vous en ai parlé il y a quelques semaines, la couverture est un peu rouge bordeaux comme ça, et c'est le même style, et c'est quelque chose avec souvenir. Et j'avais beaucoup apprécié, c'était mon premier Kate Morton, et j'avais beaucoup aimé, donc je me suis dit tiens, ben, je vais continuer, poursuivre et entamer celui-ci, et ça semble aussi très prometteur. J'aime beaucoup ce début d'histoire. De nouveau, je sens qu'on va... on nous explique des choses en rapport avec le passé, le présent, des familles, des histoires de famille. Et sans doute que ce sera un peu le même schéma que dans le précédent que j'ai lu, où on alterne passé-présent. Et puis tout d'un coup, tout s'imbrique, tout s'explique et on a toutes les informations qui arrivent d'un coup avec la surprise du dénouement. Donc... pour l'instant, j'apprécie vraiment beaucoup. Je suis à une centaine de pages, 180. Là aussi, il est énorme. Comme l'autre, il fait plus de 800 pages. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. Alors, je suis allée à la bibliothèque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et j'ai récupéré 2 livres. J'en ai remis 2, donc j'en ai récupéré 2. Premier, évidemment, sans surprise, le tome 2. Le monde de Nedara, c'est la colonie perdue. Il est un peu plus fin que le premier, donc je crois qu'il se lira mais encore plus vite du coup que le premier tome. Ici il fait 370 pages, le premier était un peu moins de 400 pages ou à peine 400 pages, donc il est un peu plus fin. Donc j'ai pris celui-là pour poursuivre et je me suis également pris celui-ci qui est La malédiction de Highmoor, qui est un livre qui me faisait de l'œil déjà à sa sortie. J'avais hésité à le prendre et finalement ben ça c'est pas fait. C'est aux éditions Casterman et ici ben, je me suis dit que j'allais le découvrir. À mon avis ça va se lire de manière assez fluide parce que c'est écrit quand même assez grand même s'il est épais. Combien de pages il y a ici dedans? 560. Mais ça m'intéresse parce que c'est inspiré du conte des frères Grimm avec le bal des 12 princesses. Et on nous dit que c'est un roman de fantasy aux accents horrifiques qui rappelle les films de Guillermo del Toro et l'atmosphère vénéneuse, j'ai du mal à parler aujourd'hui, vénéneuse de Rebecca de Daphné du Maurier. Donc... je me dis que ça peut être sympa pour la période aussi de rester dans quelque chose de sombre et d'inquiétant. Donc j'ai hâte de le découvrir. Ça c'est pour la bibliothèque et sinon je me suis acheté 2-3 petites choses hier parce que je suis passée à la Fnac à Bruxelles au City 2 parce que j'étais dans le coin et comme ça arrive pas souvent, je me suis dit que j'allais un peu me balader à la Fnac. J'avais un peu de temps devant moi et je me suis pris quelques petites choses. Donc d'abord je me suis pris à l'endroit, c'est toujours mieux. Celui-ci qui est Le Manoir des Sacrifiés de Olivier Merle aux éditions Pocket. Je l'avais vu en grand format et j'avais hésité à me l'acheter. Puis finalement, je ne l'avais pas fait et je savais pas qu'il était sorti en poche. Mais quand tout à fait par hasard, je l'ai vu sur le présentoir, je n'ai pas réfléchi. Je me suis dit que j'allais le prendre. Ça a l'air sympa. On nous dit qu'un crâne de Néandertal est posé sur un meuble, un homme prosterné devant lui comme s'il priait, son front est fracturé, un de ses yeux arraché. Ah ça c'est tout ce que je déteste, moi je supporte pas que tout ce qui est en rapport avec les yeux. Donc son épouse est introuvable, les traces de lutte montrent qu'elle a sans doute été enlevée. Jamais le commandant Grimm et son équipe n'auraient imaginé être confrontés à une mise en scène aussi macabre, d'autant qu'elle se reproduit. Et les jours passent, synonyme d'angoisse, sans aucune piste, aucun suspect. Si les femmes enlevées ont été tuées, où sont les corps? Si elles sont vivantes, où sont-elles retenues?
Grimm, déjà empêtré dans ses problèmes personnels, le sait. Si son enquête continue à piétiner, un autre homme sera massacré et une autre femme disparaîtra. Donc il y a une petite notion de course contre la montre apparemment. Et il me donne très envie, donc je pense que je vais essayer de me le caler dans la palle d'automne, de rajouter ça à ma palle d'automne, parce que je trouve que ça peut le faire. Je me suis pris 2 mangas de suite. Donc le tome 2 du Gros Chat et de la Sorcière Grincheuse, parce que j'avais vraiment adoré le premier tome et je savais que le tome 2 sortait dans le courant du mois de novembre, donc il était là, je l'ai pris, j'ai pas réfléchi. J'ai aussi pris le second tome de Abyss Azur. Je vous avais parlé aussi du premier tome, une histoire de sirène. C'est une thématique vue, revue, mais qui fonctionne et j'avoue que c'était ça cassait pas 3 pattes à un canard, n'est-ce pas? Mais c'était quand même sympathique et j'étais curieuse de découvrir la suite. Je sais pas combien il y aura de tomes, quoi que ce soit, mais voilà, tant que je m'en lasse pas, je continuerai. Je me suis pris Characaille, le premier tome de Bradley Beaulieu. Ça s'intitule Les 12 rois de Characaille aux éditions Bragelonne. Et ça c'est un qui me faisait envie. Je l'avais même commandé chez Amazon, mais il était arrivé complètement défoncé. Tous les coins ici étaient pliés. Bref, c'était une catastrophe. Donc je l'avais renvoyé et j'avais demandé qu'il me l'échange, en fait, qu'il m'envoie un dans un état correct. Hein. Et j'avais reçu une annonce comme quoi c'était pas possible de me le renvoyer actuellement, donc j'avais dû me faire rembourser et du coup j'avais pas le livre. Donc ici j'ai vu qu'il était à la Fnac dans un état neuf, ce qui est normal aussi. Donc je n'ai pas réfléchi, je me suis pris ce premier tome parce que j'ai vraiment je suis très curieuse de le découvrir. J'ai déjà eu des échos et j'ai entendu que c'était super. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Je me suis pris aussi le premier tome du Secret de J de Pierre Grimbert aux éditions J'ai lu. De Pierre Grimbert, j'ai lu Le sang des parangons et j'ai adoré, je vous en ai parlé, c'était génial, j'ai adoré la plume de l'auteur, j'ai adoré cet univers, c'était une découverte et je me suis dit je vais lire d'autres livres de lui du coup pour un peu plus découvrir ses œuvres et son univers et celui-ci en fait partie et il était dispo. Il y avait le tome 1 et le tome 2 mais je me suis pris le tome 1 en me disant on va d'abord lire le premier et puis on verra pour la suite. J'ai également pris celui-ci qui était pas prévu parce que je connais pas, c'est L'Arcane des épées, l'intégrale 1 de Tad Williams chez Pocket. La couverture m'a tapé dans l'œil et ça parle de dragons, de toute évidence. D'un roi, d'un tueur de dragons, un prince qui devra aller siéger sur le trône du dragon. Bref, ça a l'air sympa quand même. Et du coup, ça m'a donné envie de le découvrir. Je crois que c'est une trilogie. Il me semble que j'avais vu trois intégrales quelque part. Je me suis pris la première et j'ai hâte de découvrir ça. C'est écrit super petit à l'intérieur. Par contre, et les pages sont très fines, mais si l'histoire est top, ce n'est absolument pas un problème. Donc j'ai aussi très hâte de découvrir ça, mais c'est quand même un joli pavé, il est quand même épais. Et dernière chose, je me suis pris ceci, qui est la trilogie du Latium, aux éditions Les Moutons Électriques, je pense. Oui, c'est fait par Thomas Burnett Swan. Je suis tombée dessus par hasard, je l'ai vu aussi nulle part pour l'instant, je l'ai pas vu passer sur les réseaux et en fait j'ai vu à l'arrière que ça parlait de l'histoire de Didon, donc création de Carthage, Didon est aîné, le périple avec son fils Ascagne, etc. Donc voilà, tout ce qui est mythologie, antiquité, tout ça, ça me parle énormément vu que j'ai fait mes études là-dedans. Donc j'ai pas réfléchi. Je me suis dit ok, ça c'est top. Mythologie, bassin méditerranéen, donc ça me convient très très bien et je suis très très curieuse de le découvrir. Je trouve que la couverture est vraiment très très belle aussi. Et ouais, j'ai hâte de voir de quoi ça va parler exactement, de quel aspect ou comment c'est appréhendé. Bref, je suis très curieuse.
avec celui-ci également. Voilà, ça c'était pour mes petits achats d'hier. Je vous ai parlé de tout ce qui était prévu, je pense, donc je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, bien entendu. Je vous remercie de votre présence, de votre soutien. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, n'hésitez pas à le faire parce que ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi les petits likes si vous avez apprécié cette vidéo. Et comme d'habitude, des petits commentaires ou emojis qu'on puisse discuter lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Comme ça me donne aussi des idées. Ça n'aide pas ma wishlist ni ma palle, mais ça me permet de noter des petites choses en plus parce que voilà, il y a plein de livres et c'est toujours très agréable d'échanger un petit peu ces recommandations. Donc voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite un très bon dimanche, plein de bonnes choses, que tout se passe bien pour vous. Merci à vous d'être présents et je vous dis à très bientôt.